À l'heure des infos sur Télémétropole, Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre deuxième édition de Métro News pour cette semaine. À la une, Gustavo Petro est attendu en Haïti ce mercredi 22 janvier. Le président colombien doit visiter plusieurs sites emblématiques de Jacmel, notamment l'avenue Barranquilla, l'ancienne prison civile, l'ancien marché en fer et surtout l'ancienne résidence du général Simon Bolivar en 1816. Le président du CPT, Leslie Voltaire, promet des avancées significatives sur le plan sécuritaire. Il s'engage à ce qu'au moins une des principales routes contrôlées par des gangs soit rouverte avant la fin de son mandat le 7 mars prochain. Pendant ce temps, les gangs poursuivent leurs activités criminelles. En moins de 48 heures, plusieurs attaques ont été signalées, notamment à Port-au-Prince. Après une attaque visant un véhicule de l'ambassade américaine, ce sont les véhicules transportant des membres de la famille du consul honoraire de l'Inde qui ont été pris pour cible. Bienvenue à tous au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, le président de la Colombie, Gustavo Petro, est attendu ce mercredi 22 janvier à Jacmel pour une visite officielle de quelques heures. Cette visite vise à rendre hommage à Haïti en reconnaissance de sa contribution historique à la lutte pour la libération des peuples d'Amérique latine et d'Amérique du Sud. Dans le cadre des préparatifs, une délégation dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Jorge Roas Rodriguez, est déjà à Jacmel. Par ailleurs, le président du CPT, accompagné d'autres membres du CPT et du gouvernement, se trouve également dans la ville pour superviser les derniers arrangements. Lors de cette visite, le président colombien Gustavo Petro doit parcourir plusieurs sites emblématiques de Jacmel, notamment l'avenue Barranquilla, l'ancienne prison civile, l'ancien marché en fer et surtout l'ancienne résidence du général Simon Bolivar en 1816. Cette maison, bien que restaurée à plusieurs reprises, reste debout et abrite aujourd'hui un cabinet d'études notariales. Wendell Théodore nous propose une visite détaillée de ces lieux, en particulier de la résidence de Simon Bolivar. Et marché ça, c'est marché Hippolyte, marché Caïfé. C'est ainsi qu'on l'appelait. Et quand j'étais petit, accompagné de ma maman, j'avais l'habitude de venir ici, dans ce marché que le président doit visiter ce mercredi dans le cadre de sa visite à Jacmel. Le notaire Donald Mardi, celui qui occupe la maison où Simon Bolivar a résidé au cours du XVIIIe siècle. Notaire, bonsoir. C'est une maison pratiquement restaurée, rénovée, plus ou moins modernisée. Restaurée. Donc il n'y a rien qui reste de ce que c'était cette maison. Non. Et en ce qui concerne et Madame Lamartine Pierre-Louis, qui était occupée maison ça, il était gagné un magasin toile. Donc en 1997, il était changé de structure totalement. Dans un premier temps, c'était une ancienne maison, il était en tôle. Donc il fait des travaux de réparation, côté que il consolidait maison ça à travers des poteaux et en même temps il mettait béton sur lui. Donc moi occuper maison ça, c'est à partir de 12 février 2020. Les mois viennent nommer notaire, nous viennent. Il y a des gens qui pensaient que un espace comme ça, l'État doué tourner au musée. Est-ce que, ou même en tant que monde qui occupait, est-ce qu'on paraît pour collaborer avec l'État haïtien dans ce sens-là, si d'aventure est envisagé changer ou bien garder comme un patrimoine et devenu et même un musée que touristes a de visiter? Et assurément, parce que je ne suis pas propriétaire de la maison, je suis locataire. Okay. Donc, en tant que locataire,
ça revient directement au propriétaire de la maison qui va décider est-ce qu'il va collaborer avec l'État haïtien. Mais ce n'est pas à moi, parce que moi je suis locataire. Okay. On essaie de regarder pour nous qui ça a changé, qui innovation qui fait dans Kaisa. Donc là, moi, c'est dans le moment où pas de bagage ça. Avant ça, c'était tout comme dit nous. Et ici, c'est un magasin toile. Donc, là, nous avons un magasin toile là, nous avons une structure qui pouvait recevoir toile, ensemble de vêtements qui étaient vendre en dedans. Mais pour nous, là, nous devons transformer en bureau. Toujours dans le cadre de la visite du président colombien en Haïti, les délégations des deux pays sont arrivées à Jacmel. La ville se transforme pour accueillir les premières activités, alors que des interrogations surgissent concernant une éventuelle libération des 17 Colombiens inculpés dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a affirmé qu'il n'était pas question de libérer les Colombiens inculpés dans l'assassinat de Jovenel Moïse et que ce sujet n'a jamais été abordé avec Gustavo Petro. Leslie Voltaire était l'invité de l'émission Le Point en direct de Jacmel ce mardi. Parce que M. Stanley Luka dit que nous recevons 17 millions de dollars pour nous libérer les prisonniers. Je dis qu'en 3 fois que je rencontre le président Petro, il ne va jamais parler de prisonniers. Jamais. En plus de ça, le ministre des Affaires étrangères a dit que c'est l'armée ça qui a torturé le président Petro pendant 10 jours. Donc, c'est pas un monde qui a une affaire avec eux. Sauf que ça a demandé que vous passiez en justice. Okay? Parce que la famille ou l'autre bois a demandé pour passer en justice. Bon, là encore, doute là capable de continuer lorsque on connaît que problème que nous avons avec l'appareil judiciaire qui a un petit problème parle tout. Tout appareil judiciaire au monde est extrêmement lent. Et si vous mettez en opposition, vous pouvez voir que le processus là va commencer. D'ailleurs, il dit dans une conférence qu'il fait lui-même avec le président Lula que il a aidé la Colombie à lui-même. La Colombie a aidé à déstabiliser Haïti. Déstabiliser à travers les armes, les munitions que bandits volaient, bandits là, mais l'autre bois volait pour vendre. Oui, ça, il était annoncé qu'il faut une enquête parce que y a des milliers de armes qui disparaissent. Et il pensait que c'est Haïti, ça me serait rentré. Oui, et il croit tout que nous déstabiliser Haïti, nous tuons un président. Okay? Donc, c'est un problème pour la Colombie. Et la drogue, tout trafic de drogue qui a fait de cocaïne, qui a aller en Dominicanie, qui a aller Porto Rico, il a passé par Haïti tout. Donc, c'est une grosse déstabilisation que nous devons besoin de réparer. Et dans ce sens, ça, nous demandons pour que barrer la Guajira, côté qu'il y a l'acheté de drogue là, avec des bateaux, parce qu'il y a un paquet force, il y a une grosse force navale, barrer bateau. Ce que dit que ça, c'est Américain qui doit faire parce que nous signons un contrat avec Américains. Mais il demande au président Macron, qui a une flotte Martinique et Guadeloupe, pour venir aider à barrer le circuit ça. Donc ça, c'est son premier avantage que nous avons joindre. Toujours dans ce dossier, à l'approche du 2e Conseil des ministres binational haïtiano-colombian, prévu pour ce mercredi 22 janvier, des interrogations émergent quant à la pertinence de cet événement. Alors que certains jugent cette initiative inutile, d'autres considèrent que la visite de Gustavo Petro symbolise une opportunité pour Haïti de sortir de son isolement sur la scène internationale, ouvrant la porte à des échanges culturels et commerciaux. Une perspective partagée également par l'économiste altermondialiste Camille Chalmers, invité ce soir sur notre plateau. Bonsoir, professeur Chalmers. Un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir. Je salue toute l'équipe de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir de saluer tous ceux qui regardent cette télévision ce soir. Alors, à la veille de l'arrivée du président colombien Gustavo Petro en Haïti, précisément à Jacmel, vous qui êtes sur le plateau avec nous, comment est-ce que vous appréciez déjà la visite officielle du président colombien en Haïti? Bon, je pense que c'est un pas positif. Et bien sûr, les résultats pour Haïti vont dépendre
de quelle sera la stratégie que nous allons définir. Mais je pense que c'est un pas positif. Il faut souligner premièrement que Gustavo Petro, le président Petro, a été le seul chef d'État, le seul responsable politique de ce niveau qui a répondu aux attaques du candidat Trump contre les Haïtiens. Et quand le candidat Trump accusait les Haïtiens d'être des mangeurs de chats et de chiens, etc. On s'en souvient bien, justement. Gustavo Petro, en arrivant pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, il a fait une longue déclaration de près de 20 minutes pour expliquer au président Trump que le peuple haïtien mérite respect et que le peuple haïtien a fourni une contribution essentielle à la libération des peuples et que la Colombie ne serait pas indépendante sans la contribution haïtienne. Donc c'était une excellente réponse pour Haïti. Excellente réponse, et c'est très rare parce que justement, le narratif dominant sur Haïti, c'est un narratif négatif, le pays le plus pauvre, etc., le pays le plus dangereux, etc. Et quand nous avons un dirigeant politique de ce niveau qui assume la défense de la dignité du peuple haïtien, je pense que c'est quelque chose de très important à souligner. Et non seulement il y a cet aspect-là, mais il faut souligner également que la visite de Jacques Mel s'inscrit dans une perspective historique où la reconnexion que nous devons faire avec les peuples de l'Amérique latine se fait à partir justement de cette reconnaissance de notre contribution. Parce que là, et Petro l'a souligné à plusieurs reprises, il est très reconnaissant des contributions faites par Dessalines, par Pétion. Et on parle souvent, par exemple, de la rencontre entre Dessalines et Miranda, en mars 1806, de la rencontre entre Pétion et Bolivar. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à Jacmel, on a accueilli des dizaines de dirigeants politiques et militaires qui menaient la lutte contre l'Espagne et qui ont été formés à Jacmel, qui ont passé parfois plusieurs mois à Jacmel. Donc Haïti a fait une contribution extrêmement importante et je pense que la révolution haïtienne est porteuse des valeurs internationalistes qui sont aujourd'hui fondamentales pour la reconstruction des peuples, la reconstruction d'un avenir radieux pour les peuples du monde. Donc, avant même de parler des différents bénéfices qu'Haïti pourrait tirer, vous avez évoqué le choix de Jacmel. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de cette signification si particulière qu'on a décidé de choisir la ville de Jacmel pour accueillir le président Petro? Je suppose, parce que justement, c'est une continuité historique, parce que justement, la ville de Jacmel a été témoin d'un ensemble de rencontres qui ont changé le monde, qui ont changé l'histoire de l'Amérique latine. Et on espère que cette rencontre va changer encore une fois. J'espère bien, mais pour ceci, il faut que les acteurs haïtiens soient capables de définir une stratégie pour modifier l'insertion de notre pays dans le marché mondial. Et en ce sens, je pense que du point de vue économique, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes d'une dépendance construite par rapport aux produits de la République dominicaine. Pourquoi vous dites dépendance construite? Dépendance construite parce que c'est une dépendance qui est le résultat d'un ensemble de politiques économiques imposées à notre pays, où justement on a détruit les potentialités de production agricole, on a désinvesti au niveau de la paysannerie, et ceci a conduit justement à ce que nous importons de plus en plus de produits de la République dominicaine. C'est un pays qui est passé d'une situation de quasi-autosuffisance en céréales dans les années 70, 98% d'autosuffisance. Aujourd'hui, nous importons 80% du riz que nous consommons des États-Unis et de la République dominicaine. Donc c'est une construction. Et nous avons d'énormes potentialités du point de vue de la production agricole. Nous avons une paysannerie extrêmement courageuse. Et aujourd'hui, par exemple, je pense que nous sommes en train d'assister à un phénomène exceptionnel parce que je ne sais pas quel pays qui pourrait résister à une situation où on ferme le principal aéroport, où les principaux ports sont impraticables. Et aujourd'hui, par exemple, quand on va dans les marchés publics à Port-au-Prince, il y a une abondance de produits alimentaires. Ça veut dire que les paysans et les Madassara se sacrifient pour apporter de la nourriture à la population de Port-au-Prince. Et ça, c'est une manifestation de la force de l'économie paysanne. Mais cette économie paysanne a été marginalisée
a reçu énormément de coups par rapport aux politiques tarifaires, aux politiques d'investissement et aux politiques commerciales qui ont été imposées par le Fonds monétaire international notamment. Vous l'avez évoqué, Haïti pourrait tirer beaucoup d'opportunités de cette visite du président colombien. Prenons un exemple, notamment la question sécuritaire qui est primordiale. Selon vous, comment les autorités pourraient aborder cette question avec le président colombien et faire en sorte qu'il y a beaucoup de bénéfices pour Haïti sur ce plan? Bon, il est évident que l'expérience colombienne pourrait nous inspirer des réponses concrètes sur la question sécuritaire, parce que justement, la Colombie et Haïti partagent le malheur d'être des points de transit, de production et de transit de la drogue, notamment la cocaïne vers les États-Unis. Et Petro a eu une expérience extrêmement enrichissante comme maire de Bogota. Et le bilan de son passage comme maire de Bogota est très, très, très positif sur le plan, par exemple, de la question de la sécurité, sur le plan de la question de l'insalubrité, sur le plan de la question des transports publics. Il a fait une gestion extrêmement efficace, efficiente, et qui a transformé la ville de Bogota. Moi, j'ai eu la possibilité de visiter Bogota avant et après. Et après le passage de Petro à la mairie, on sent évidemment une transformation qualitative extrêmement intéressante. Donc c'est une expérience dont on doit s'inspirer. Bien sûr, on doit éviter le mimétisme. Il ne faut pas copier des politiques qui nous viennent d'ailleurs. Mais on peut s'inspirer pour construire nos propres politiques, nos propres réponses. Et en plus de cela, alors sur le plan économique, il faut une stratégie. Il faut une stratégie qui doit être définie par les acteurs haïtiens. Et sur le plan culturel, par exemple, il y a énormément d'échanges positifs qui peuvent être organisés avec la Colombie. Non seulement la Colombie a une population très importante d'afro-descendants qui se réclament de la culture afro-caribéenne et qui peuvent être des consommateurs, par exemple, des produits culturels haïtiens, des produits de l'artisanat, des produits de la musique haïtienne, de la sculpture, des tableaux haïtiens. Je suis sûr qu'ils sont demandeurs. Et il faudrait organiser ceci, organiser des échanges. Et par exemple, en Colombie, il y a une longue tradition de ce qu'ils appellent les palenques, des zones de marronnage. Et ici aussi, nous avons une grande expérience à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le marronnage a joué un rôle très important pour motoriser la libération par rapport à la révolution anti-esclavagiste. Donc il y a énormément de bases pour construire des relations solidaires. Ça va dépendre de nos acteurs politiques. Ça dépend de nos acteurs politiques et de l'intelligence stratégique que nous pouvons développer. Et je pense que cette rencontre intervient à un moment extrêmement intéressant parce qu'au cours de l'année 2025, la Colombie va assurer la présidence de la CELAC. Donc, si l'on comprend bien, Haïti pourra tirer beaucoup de bénéfices, on peut demander au président Petro, par exemple, que dans la conférence, le sommet des présidents de la CELAC, que le dossier haïtien soit priorité, soit une des priorités. Et je suis sûr que, par exemple, la présidente de Honduras, Xiomara Castro, a déjà émis le point de vue que le dossier haïtien devait être une priorité pour l'Amérique latine. Alors, plus de quoi que Haïti devrait aujourd'hui se tourner vers les pays de l'Amérique, ou du moins vers la coopération sud-sud. Est-ce que vous êtes de ceux qui croient fermement que ce sera mieux pour Haïti de se tourner vers ce type de collaboration? Ce qui est certain, c'est qu'il faut une nouvelle insertion dans le marché mondial, dans le système mondial. Depuis la grande révolution de 1804, on a construit Haïti dans un isolement souvent destructeur. On a construit un narratif de diabolisation, de satanisation d'Haïti. Et c'est très important de sortir de notre solitude. Et l'une des routes qui nous permet de sortir de cette solitude, c'est justement la fraternité avec des peuples qui, comme nous, souffrent de la domination impérialiste, souffrent du pillage colonial et néocolonial, et qui ont besoin justement du souffle des valeurs de liberté et de dignité que nous avons apportées au monde à partir de 1804 et à partir de la Grande Révolution. Et pensez-vous que ce sera un chemin facile
Avec quel dirigeant? J'ai envie de vous poser cette question directement. Bon, il n'y a aucun chemin stratégique nouveau qui soit facile, hein. Il y a toujours des embûches, il y a des ennemis, il y a des obstacles. Et ces obstacles doivent être renversés à partir justement d'une réflexion collective à laquelle doivent s'associer divers secteurs, non? Mais une réflexion collective qui fait le pari de la reconstruction nationale, qui fait le pari que Haïti doit reprendre sa place au niveau de l'Amérique latine et au niveau des contacts avec les pays africains, en revendiquant les grandes valeurs que nous avons projetées à partir de la révolution de 1904 et qui est refusée par le système mondial. Jusqu'à présent, le système mondial ne peut pas accepter un territoire dirigé par des descendants d'anciens esclaves, parce que ceci montre que les exploités sont capables de devenir des sujets historiques et peuvent conduire vers la réussite, vers la prospérité et vers le succès. Donc on essaie de démontrer le contraire en disant que Haïti est un échec, le pays le plus pauvre, etc. Vous connaissez le narratif traditionnel. Et justement, aujourd'hui, au cours des dernières années, nous assistons à une véritable guerre contre la nation. Parce que le phénomène du crime organisé, le phénomène qu'on appelle les gangs terroristes, etc., c'est un phénomène politique. Comment penser, par exemple, qu'un chef de gang de l'Artibonite soit en train de chercher un tracteur pour aller détruire le palais aux 365 portes? Pourquoi? Pourquoi détruire la Bibliothèque nationale? Pourquoi détruire les presses nationales? Pourquoi détruire les 6 facultés? Donc il y a un projet de destruction de la nation. Et nous devons avoir la lucidité pour comprendre la nature de ce projet et élaborer les forces qui nous permettent de faire face à cette destruction systématique. Et aujourd'hui, c'est l'idéal, c'est l'occasion idéale pour nous, Haïtiens, de saisir cette opportunité afin d'avancer vers d'autres collaborations, comme vous l'avez mentionné. Tout à fait, tout à fait. Des collaborations qui doivent se construire à partir des intérêts stratégiques de la nation haïtienne. Hein? Et vous nous croyez capables? Vous croyez que nos acteurs politiques en sont capables aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Un peuple qui a fait la révolution de 1804, un peuple qui a résisté à l'occupation américaine de 1915, est capable de triompher, même dans les situations particulièrement difficiles. Nous sommes capables donc de triompher. Merci infiniment à vous, professeur Camille Chalmers. Merci beaucoup. Voilà donc les précisions du professeur Camille Chalmers et également directeur de la PAPDA. Il était l'invité de Maître News ce soir. Avec lui, on parlait justement de l'arrivée du président colombien Gustavo Petro en Haïti, précisément à Jacmel, le 22 janvier prochain. Merci de votre fidélité à Metro News. La coopération entre Haïti et la Colombie pourrait être bénéfique pour le pays si les autorités priorisent les intérêts nationaux, affirment certains citoyens de la capitale. À quelques heures de la visite du président Gustavo Petro, des personnes interrogées estiment que les autorités doivent mettre davantage l'accent sur la sécurité et la crise humanitaire. Toutefois, d'autres déclarent ne pas avoir de grandes attentes concernant cette visite du président colombien en Haïti. Suivez ce reportage de Richie Fortuné et de Thierry Torchon. Une cité mobilisée pour accueillir le président colombien. À l'approche de sa visite en Haïti, notamment à Jacmel, les autorités peaufinent les derniers détails pour préparer la ville à accueillir cet événement d'une portée historique. Dans l'attente des premières retombées du Conseil des ministres bilatéral prévu entre ces deux gouvernements à cette occasion, de simples citoyens font part de leurs espérances. Eh bien, il faut aller parce que personnellement, nous ne pouvons pas faire tête, nous ne pouvons pas faire ça venir faire. Nous attendons pour nous voir ça qu'a fait. Si vraiment ils veulent aider nous, dans quelques bagages qui intéressent nous, c'est bon pour nous. La sécurité et l'économie sont les deux principaux secteurs sur lesquels les interrogés pensent que la coopération entre Haïti et l'extérieur doit se tourner. Déjà lors de la première rencontre tenue en décembre 2024, des discussions ont été engagées en ce sens selon le gouvernement haïtien.
Les interrogés appellent donc à prioriser les intérêts du pays. C'est sécurité, tout le monde a besoin. Moi, je suis New York là, il y a presque 6 mois de New York. Encore des femmes qui viennent passer dans le carnaval, ils ne peuvent pas vivre. Si pas de sécurité, pas rien. Oui, ça difficile en pile parce que nous vivons un bagage, nous pas moi, vous comprenez? C'est un bagage qui est terrible. Vous comprenez les problèmes pour nous qui veut dire échangement nous demander. Nous besoin de changement. La visite de Petro devrait marquer un pas important dans la coopération entre Haïti et les pays de l'Amérique latine, selon les autorités haïtiennes. À côté de ceux qui affirment avoir de grandes attentes par rapport à cet événement, il y a des interrogés qui se montrent peu intéressés à cette question. Des fois, tout le monde doit venir, son bari vient défendre. Même le tapé de Mbap Jeune, nous pas jeune. Mbap Jeune, nous pas jeune. Nada. Bon, pour nous bénéficier, il faut que tu gères la sécurité. Il faut que tu gères la sécurité un pays. Pour tout le monde qui a bougé, ça calme un pays, marché à venir pour le pays à débloquer. Plus d'un font appel à une approche historique pour tenter de contextualiser la venue du président colombien dans le pays. C'est à Jacmel que Francisco Miranda créa le drapeau de la libération d'une grande partie du continent sud-américain en ajoutant le jaune au bicolore bleu et rouge d'Haïti, rapportent les historiens. Dans ce contexte de grand banditisme dans le pays, affectant un pan entier de la vie nationale, ils sont nombreux à attendre une coopération effective à ce niveau. Autre dossier à Metro News, les attaques armées se multiplient dans la capitale, où plusieurs incidents ont été recensés en moins de 48 heures. Ce mardi, une agression a ciblé des véhicules, dont 2 appartenant à la famille Andal. Jenny Andal Bitar, fille de l'homme d'affaires et consul honoraire de l'Inde en Haïti, Eddie Andal, en est sorti blessé, ainsi que les chauffeurs. Touchée par balle au niveau de la jambe, Jenny Andal Bitar, épouse du docteur Marlon Bitar, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Sa sœur Stella, qui l'accompagnait, est sortie indemne. D'après nos informations, des bandits ont perpétré d'autres attaques dans la zone en réaction à une opération de la PNH qui aurait causé de lourdes pertes dans leur rang. Soulignons que cette attaque survient au lendemain d'un incident similaire visant un véhicule de l'ambassade des États-Unis à Tabar. À noter que la recrudescence des violences sur les axes stratégiques de Port-au-Prince alarme tant la population que la communauté diplomatique. L'interdiction récente pour certaines compagnies aériennes américaines de desservir Port-au-Prince témoigne de l'aggravation de l'insécurité. Toujours dans ce chapitre, Leslie Voltaire, le président du Conseil présidentiel de transition, donne la garantie qu'avant son départ du pouvoir, le 7 mars prochain, au moins une des grandes routes tenues par les gangs sera rouverte. Par ailleurs, il explique que pour reprendre les vols au niveau de l'aéroport, les forces de l'ordre devront reprendre le contrôle de quartiers situés dans le cône de vol des avions atterrissant et décollant de Port-au-Prince. Le président du CPT était invité à la rubrique Le Point ce mardi. Il faut nous appliquer un plan que nous étudions avec Federal Aviation Administration, FAA, qui dit nous faut nous contrôler 2 cônes de vol. Cône de vol qui allait vers l'est, vers la Dominicanie, cône de vol qui allait vers l'ouest, vers la mer, pour faut occuper 24 heures sur 24, zone ça, parce que dernière fois, balle qui tire sur l'avion, c'est sous Pont-Tabar là, qui est sorti. Donc, nous avons au moins 2 km à la ronde pour nous stériliser et sécuriser. Comment démarcher, je dis? Eh bien, démarche, il y a marché. D'abord, il faut faire plan, joindre l'objectif là, faire stratégie là, joindre effectif avec 200 et quelques Kenyans qui font entrer, plus Guatémaltèques, plus Salvadoriens, plus 739 personnes que nous formons, nouveaux policiers dans l'académie, nous pouvons gagner assez effectif pour que nous occupions les zones. Mais en même temps, comme tu as annoncé dans le dernier discours, l'idée, c'est
ouvert route yo, ouvert route Martissan, ouvert route nord là vers Cap-Haïtien, ouvert route vers frontière et dominicaine par Gantier, ouvert route qui passait sous Monacabrit là, qui allait Inche et puis qui allait au Cap, pour que nous ayons ambiance pour nous faire référendum sur la Constitution, pour que enfin nous fassions élection, côté nous joindre un gouvernement qui est légitime. Parce que nous avons une légitimité sociale, puisque c'est un accord social qui fait un accord politique, mais nous n'avons pas de légitimité électorale là. C'est légitimité électorale là que nous avons cherché. Et c'est pour ça que nous avons insisté, non seulement sur un référendum sous Constitution, mais sur l'élection. Mais tout le monde qui n'a pas parlé, que ce soit médecin, que ce soit professionnel, que ce soit monde dans le peuple là, sécurité d'abord, même avec industriel. Dans nos sécurités, nous-mêmes nous avons dégagé. Nous ne pouvons pas payer et chaque conteneur 20 000 gouttes de passer conteneur, parce qu'il y a au moins une centaine de points de péage dans le pays, que ce soit bus, que ce soit conteneur, que ce soit camion, tout le monde a payé, mais ce n'est pas l'État qui a payé, c'est le gang qui a payé. Donc, sécurité, c'est important pour que la vie refonctionne et pour que la vie nocturne refonctionne en Haïti. Nous allons mettre toute force nous pour que avant que Malé, au moins nous ouvert en route. Au moins nous ouvert en route. Son gros nouvelle annoncée là, oui, parce que mars là est demain. Oui. Pratiquement. Oui. 7 mars. Oui, je mettais toute énergie pour ça. Madame, Monsieur, nous voilà arrivés au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce 21 janvier 2025. Gustavo Petro est attendu en Haïti ce mercredi 22 janvier. Le président colombien doit visiter plusieurs sites emblématiques de Jacmel, notamment l'avenue Barranquilla, l'ancienne prison civile, l'ancien marché en fer et surtout l'ancienne résidence du général Simon Bolivar en 1816. Le président du CPT, Leslie Voltaire, promet des avancées significatives sur le plan sécuritaire. Il s'engage à ce qu'au moins une des principales routes contrôlées par des gangs soit rouverte avant la fin de son mandat, le 7 mars prochain. Pendant ce temps, les gangs poursuivent leurs activités criminelles. En moins de 48 heures, plusieurs attaques ont été signalées, notamment à Port-au-Prince. Après une attaque visant un véhicule de l'ambassade américaine, ce sont les véhicules transportant des membres de la famille du consul honoraire de l'Inde qui ont été pris pour cible. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.